L'ordinateur du paradis de Benoît Dutertre chez Gallimard. Les portes du ciel. Ce moment redouté qui nourrit toutes nos angoisses m'est plutôt apparu comme une libération. L'instant d'avant, j'étais un corps meurtri, tendu vers l'unique pensée d'abolir cette souffrance. Ma chair s'obstinait contre ma volonté. Vain acharnement de tissu programmé pour continuer encore et encore. Même devant l'évidence du dénouement fatal, il fallait que la machine à vivre prolonge le supplice. Jusqu'à l'instant béni où tout a lâché, et où je me suis senti renaître, si j'ose dire. Car soudain, le poids de mon être s'est allégé, tandis que ma conscience glissait sur un chemin de découverte étonnante. Ni vraiment enchantée, ni vraiment effrayante, mais bien plus banale que les habituelles représentations de la vie après la mort. La première image que je garde de mon réveil est celle d'une salle d'attente. Vaste local sans charme, meublé de chaises en plastique orange, accrochées les unes aux autres pour former des rangées. Sur le côté, 3 plantes vertes déployaient leur végétation synthétique. Plusieurs posters accrochés au mur représentaient une cité balnéaire ultramoderne et ses hôtels géants. Ces îles artificielles, ces bateaux à voile, ces bungalows donnant sur des plages dorées, surplombées de cette légende. Gagnez votre ticket pour le paradis. Un instant, je me suis demandé s'il s'agissait d'un gag ou si je me trouvais réellement aux portes du paradis. Cette fameuse cité céleste à laquelle me destinait mon éducation chrétienne. À moins qu'une précaution d'usage ne m'eût conduit d'abord au purgatoire. Quant à l'enfer, je n'y ai jamais cru. Au catéchisme, dans les années 70, on nous laissait entendre qu'il s'agissait d'une vilaine invention conçue pour nous effrayer. Suivant l'air du temps, on irait tous au paradis, comme le chantait un refrain célèbre entonné en chemise à fleurs dans un nuage parfumé d'encens. Seuls quelques monstres abominables risquaient vraiment le feu éternel. Pour Hitler et ses sbires, nous étions prêts à envisager l'hypothèse d'une punition spéciale. Et encore. On pouvait imaginer qu'ils finissent par rejoindre le cœur des anges, où leur sensibilité écorchée trouverait le repos, elle aussi. Ce genre de questions agitait le sommeil de mes 10 ans. Quant à Staline et Mao Tse-tung, mon tempérament de jeune Européen, inspiré par la realpolitik, ne voyait pas au nom de quoi leur refuser la rédemption. Pourtant, le lieu où je venais de reprendre conscience ne ressemblait en rien au chemin cotonneux, sous l'azur infini, où devait m'accueillir un comité d'archanges. Où était passé ce théâtre grandiose représenté dans les livres pieux, et mieux encore dans les fresques de Tiepolo? Pourquoi ce décor autour de moi était-il si concret dans sa simplicité? Flottais-je provisoirement entre la vie et la mort? J'en vins à supposer que je me trouvais pour l'heure dans une antichambre de la Jérusalem céleste. Je m'avisais en outre que les peintres avaient pu se tromper, que leur vision correspondait à leur époque. Le monde avait changé, tout comme nos rêves et nos espoirs. Le paradis, désormais, ressemblait peut-être davantage au complexe balnéaire représenté sur ces affiches. Hypothèse décevante à mes yeux, car je n'aime guère les climats chauds, ni les décors modernes. Et ces luxueuses marinas conçues pour griller sous le cagnard ne me disaient rien qui vaille. Les avait-on accrochés pour égayer les murs et séduire le goût vulgaire dans cette zone de quarantaine? Proposait-on d'autres affectations conformes aux désirs de chacun, en faisant du paradis ce lieu de jouissance intégrale qu'on m'avait promis? Serais-je invité dans les prochaines heures à choisir une formule qui me convienne? Une rivière dégringolant à l'ombre des sapins, ou une grande plage de galets sur la mer houleuse? Pour l'instant, je me trouvais assis avec plusieurs autres personnes dans ce local, qui rappelait l'accueil de n'importe quelle administration. Les urgences de l'hôpital, le comptoir des chemins de fer et tous ces services après-vente où l'on doit patienter, ticket en main. Je m'avisais alors que je tenais précisément entre mes doigts un petit rectangle de couleur orange, comme les chaises, et que ce ticket portait le numéro 25 756 223. Ignorant à quoi il correspondait, j'ai dressé la tête à la recherche d'un interlocuteur. J'ai alors repéré dans toute la largeur de la pièce un alignement de guichets, derrière lesquels plusieurs employés semblaient recevoir les nouveaux arrivants. Au-dessus d'eux, un compteur électronique égrenait ses chiffres, et comme mon numéro approchait, j'ai décidé d'attendre mon tour.
Cette impatience qui, souvent, m'avait gâché la vie, devenait absurde maintenant que tout allait durer éternellement. Autour de moi, dispersées sur les chaises, une dizaine de personnes jetaient, elles aussi, des coups d'œil perplexes sur leurs tickets. 2 rangées en arrière se tenait une Africaine à moitié nue, les 2 seins tombant de son corps décharné. Sur ma gauche, un vieil Indien en costume-cravate serrait son attaché-case sur les genoux, comme s'il venait à un rendez-vous d'affaires. Près de lui, un garçon chinois d'une douzaine d'années semblait sortir de l'eau, si j'en croyais ses vêtements et ses cheveux trempés. Puis mon attention fut attirée, à droite, par un quinquagénaire de type européen qui toussait continuellement. Probablement un fumeur. Son œil désespéré fixait le panneau qui pulvérisait ses dernières illusions. Avait-il cru pouvoir, en arrivant au ciel, s'adonner librement à ses vices? Dans ce local, du moins, les choses étaient claires. Un dessin explicite montrait une cigarette barrée d'un trait rouge, accompagnée de la mention « No smoking ». Ce détail m'a soudain tiré de ma léthargie post-mortem, car l'inscription du message, en anglais, ne collait pas avec l'idée que je me faisais de la vie après la mort. Dans un brusque retour à la réalité, je me suis alors avisé que le slogan imprimé sur les posters figurait dans la même langue. « Get your ticket for paradise ». Je l'avais traduit sans y prendre garde, tant l'habitude s'est prise, dans mon propre pays, de tout inscrire dans cette langue. Pourtant, cette bizarrerie soulevait à nouveau quantité de questions sur la nature exacte de l'endroit où nous nous trouvions. Selon moi, tous les dialectes auraient dû être compréhensibles dans l'au-delà, comme en cet heureux temps qui précédait la tour de Babel. En allait-il autrement, dans cette zone de transit, où le personnel ne pouvait s'adapter aux particularismes? D'où l'emploi pour la signalétique de cette sorte d'anglais répandu sur les 5 continents? Il me semblait toutefois que le « no smoking » avait quelque chose d'insultant pour le chinois du Sichuan, le pygmée de la forêt congolaise ou le bûcheron sibérien. Devait-il désormais, pour accéder au ciel, assimiler quelques rudiments d'anglo-américains et se soumettre, ici, à la puissance dominante qui régnait également sur Terre? Le notaire me rappela que mes proches devaient s'activer pour organiser mon enterrement. Mais je n'y attachais presque aucun intérêt, tant mon attention se polarisait déjà sur les affaires d'outre-tombe. Une chose était certaine, ces premières observations me replaçaient déjà dans une situation caractéristique de mon existence terrestre, consistant à m'agiter contre des états de fait auxquels je ne pouvais rien changer, à m'irriter de détails qui n'irritaient que moi, à partir en guerre contre des scandales dont l'évidence n'apparaissait qu'à mes propres yeux. J'en eus la confirmation presque aussitôt, tandis que mon numéro apparaissait sur l'écran lumineux et que je me levais sans effort. Oui, cette notion d'effort physique avait totalement disparu, pour me diriger vers le guichet B. Là, je m'installais sur le siège face à une vitre de sécurité. Pourquoi tant de précautions dans ce lieu de quiétude? De l'autre côté, la préposée, une jeune fille aux traits fins d'indochinoise, releva son visage avec un sourire qui semblait me souhaiter la bienvenue. Mais au premier mot que je prononçai dans ma langue usuelle, afin de la remercier de me recevoir, elle me renvoya un regard interrogatif, signifiant qu'elle n'avait pas compris un mot. Puis, comme pour confirmer mes craintes, elle prononça dans son micro « In English, please ». Ne souhaitant pas compliquer inutilement les choses, et comme je manie à peu près l'anglais, j'acceptai de me plier à la règle, tout en signifiant mon étonnement. Pour apporter des arguments supplémentaires, je désignai du doigt la femme africaine et l'enfant chinois qui, probablement, ne parlaient pas un mot d'anglais et se voyaient ainsi, dès l'entrée au paradis, affectés des mêmes handicaps que durant leur misérable vie terrestre. Pour toute réponse, j'entendis quelques mots déformés par le microphone. « Ces questions ne relèvent pas de mes attributions, mais vous pouvez adresser une réclamation écrite. » Décidément, si la notion d'éternité avait un sens, c'était bien par l'imitation de la vie terrestre, avec ses formulaires, ses procédures, son absence d'interlocuteur capable de répondre à vos questions. Bref, par ce même sentiment d'impuissance au sein de l'appareil administratif. Je préférais donc me répéter que je me trouvais dans une phase de contrôle où le mieux consistait à suivre la procédure. La préposée inséra une fiche cartonnée dans le tiroir qui nous permettait de communiquer, puis la poussa vers moi et me pria de la remplir. Les informations demandées, relativement banales, portaient sur mon identité terrestre, mes lieux de naissance et de décès, mes activités professionnelles, mon orientation sexuelle, etc. Au verso figuraient des questions plus graves et plus inattendues, rappelant la liste qu'on doit cocher lorsqu'on se rend aux États-Unis. Avez-vous été complice de génocide?
Avez-vous contesté l'existence du dérèglement climatique? Avez-vous été accusé de harcèlement sexuel? Avez-vous été condamné pour négationnisme? Avez-vous été inculpé de pédophilie? Comme il était notifié en bas du document, la réponse positive à une seule de ces questions m'aurait conduit vers un autre bureau, avec des conséquences fâcheuses. Mais comme je n'entrais fort heureusement dans aucune des catégories incriminées, j'apposai sans plus attendre ma signature au bas du document, tandis que la préposée indiquait de sa voix métallique. « Maintenant, dirigez-vous porte 21 vers la cellule d'assistance psychologique. » Devant mon expression de surprise, la jeune femme adopta un ton protecteur pour préciser. « N'oubliez pas que vous venez de mourir. Ce n'est facile pour personne, c'est pourquoi nous vous invitons à rencontrer un spécialiste. » Elle semblait répéter des termes appris par cœur, face auxquels tout bavardage serait vain. Avant de prendre la direction indiquée, j'osai une dernière question. « Pouvez-vous me dire à quoi correspond ce numéro ?» Je regardai mon coupon avant de préciser. 25 756 223. C'est votre numéro d'entrée, répondit-elle. Cela signifie que vous êtes, depuis le début de l'année, la 25 millionième personne disparue. Un peu comme votre numéro d'immatriculation sociale, qui suit l'ordre de votre naissance. Eh bien, celui-ci indique l'ordre de votre mort. Elle parut un instant embarrassée, comme si elle avait prononcé ce mot par erreur. Consultant son écran, elle s'empressa d'ajouter. « Je veux dire de votre décès. La cellule de soutien psychologique va vous expliquer tout ça. » Elle désignait à nouveau la direction à suivre et je la remerciai. La porte 21 s'ouvrirait-elle sur un local plus chaleureux, plein d'images douces et rassurantes? Allais-je entrer dans le salon d'une sorte de psychanalyste pour m'allonger sur son divan et aborder les questions essentielles de la destinée? Non. La porte 21 donnait sur une nouvelle salle d'attente, aussi cafardeuse que la précédente. Au mur étaient accrochées les mêmes photos de cités balnéaires. Hôtel de 50 étages, bungalow disposé sur une plage de sable, bar en plein air et cocktail de fruits. Toujours surplombé de la mention « Get your ticket for paradise ». En relisant cette phrase, je m'inquiétais davantage. Fallait-il vraiment gagner son billet pour accéder au Saint des Saints? Devait-on sortir victorieux d'une succession d'épreuves? À nouveau, je me remémorais la chanson « On ira tous au paradis », en me demandant si notre génération ne s'était pas bercée d'illusions. Puis, comme un écriteau m'invitait à le faire, je pris un numéro dans le distributeur. L'attente fut plus longue et je restai cette fois près d'1 heure sur la chaise en plastique orange. Autour de moi, des humains de toute race et de tout âge patientaient, visiblement inquiets de savoir où les conduiraient ces formalités. Des conversations se nouaient entre ceux qui parlaient la même langue. Déjà quelques rumeurs, bribes d'informations, commentaires des uns sur les autres, répandaient dans ce local une agitation ordinaire. Enfin, le signal lumineux m'invita à me diriger vers le guichet D, face à un nouveau préposé, de type coréen, qui débita sa formule apprise par cœur. « Je me présente, Ko Sung, membre de la cellule d'assistance psychologique. Je suis ici pour répondre à toutes vos questions concernant la fin de la vie, l'angoisse de la disparition et la perte des êtres chers. » Ma réponse tomba spontanément. « C'est très gentil à vous, mais je n'ai plus besoin de réponse, maintenant que je sais qu'il existe une vie après la mort. » Ko Sung reprit sans se démonter. « Pour la vie éternelle, vous verrez plus tard avec un de mes collègues. » Il ajouta l'air grave. « Une fois que vous serez définitivement admis. Car, pour l'instant, nous devons parler de votre décès. Je vous assure que ça ne m'intéresse plus du tout. C'était assez pénible comme ça. » Ko Sung avait prévu ma réponse. « Ce phénomène de dénégation est fréquent. Vous avez l'impression que l'affaire est réglée, qu'il ne faut plus dramatiser. Pourtant, tout ce que vous avez aimé se trouve derrière vous, et vous ne le retrouverez plus jamais. Cet abruti espérait-il me soutenir psychologiquement ou retourner le fer dans la plaie? Je commençais à juger cet entretien déplacé, quand le visage de Ko Sung s'illumina pour m'annoncer comme s'il était le Père Noël. « Mais je garde pour vous une merveilleuse surprise. Dans quelques jours, vous allez retrouver votre papa et votre maman. Je crois même savoir qu'ils vous parleront dès aujourd'hui. » Mes yeux se figèrent dans une expression d'effroi, sans diminuer l'enthousiasme du psychologue. « Vous allez revenir à vos premières joies, penser vos blessures intimes et reconstituer l'unité de votre famille. » Vous n'avez rien de mieux à me proposer. Cette remarque laconique m'avait échappé. Je voulais bien vivre éternellement, mais certainement pas retourner vers cette famille dont j'avais choisi, fort jeune, de m'éloigner. Je n'éprouvais aucun besoin de rejoindre mon papa ni ma maman, comme il disait dans son vocabulaire infantile. J'acceptais d'être mort, mais je voulais être un mort libre.
Ai-je eu tort de le signifier à mon assistant psychologique? À partir de là, tout a commencé à se dérégler. Kosung a de nouveau regardé son écran. Il a suivi une procédure, cliqué plusieurs fois, puis interrompant notre entretien sans autre explication, il m'a suggéré de me rendre porte 17 afin de procéder à la finalisation de mon dossier. Les épisodes antérieurs m'incitaient à la méfiance. Comme je m'y attendais, après avoir poussé la porte 17, je suis entrée dans une nouvelle salle d'attente, identique en tout point aux deux premières. Me comportant déjà en habituée, j'ai pris un ticket puis attendu mon tour. Mon numéro s'est affiché et je me suis approchée du guichet. Mais il m'a bien fallu constater, alors que l'homme assis en face de moi, sans vitre de protection, différait sensiblement des autres fonctionnaires. Son air perplexe tranchait sur le sourire artificiel des précédents. Ils n'avaient pas leur manière de robot chargé d'énoncer des phrases toutes faites. Affublé d'un costume gris clair, col ouvert, il m'observait avec une attention plus personnelle. Il s'est d'ailleurs exprimé dans ma langue, délaissant l'anglais minimal qui s'imposait jusqu'alors. Ses propos, en outre, avaient l'avantage de la clarté. « Je me présente, Derek Rubinstein, je suis votre avocat. J'ai vu votre dossier et, autant le dire, votre affaire ne me paraît pas gagnée d'avance. » Pourquoi avais-je besoin maintenant d'un avocat? Et pourquoi cet homme parlait-il de mon dossier? La réponse tomba sur un ton d'évidence. Vous n'imaginez pas qu'on entre comme ça au paradis. Cette réflexion, pour le coup, me sembla frapper au coin du bon sens. N'en déplaise aux chanteurs des 70s, aucune religion ne présentait le salut comme gagné d'avance. Sans parler du contexte particulier que me décrivit Derek Rubinstein, l'air songeur. Ça devient difficile. Ils sont submergés là-haut. Je ne suis pas malthusien, mais nos installations ont été conçues pour une population beaucoup moins importante. La progression démographique nous étouffe. Les découvertes se bousculaient. Oubliant mon propre cas, je brûlais d'en savoir plus sur ces embarras qui affectaient l'au-delà, tout autant que le globe terrestre. Je m'exclamais sur un ton de fausse naïveté. Ne me dites pas qu'on choisit les élus en fonction du nombre de places disponibles. Ce n'est pourtant pas loin de la vérité, monsieur. Et le mérite, et les bonnes actions, et tout ce que nous avons appris durant notre enfance. On ne l'ignore pas, mais il faut bien aussi tenir compte de ratios, de quotas, de disponibilité. C'est pourquoi les procédures d'admission ont été durcies. Est-ce à dire que tout le monde ne va pas au paradis? En posant ma question, je prévoyais la réponse. Une cinglante désillusion. L'effondrement d'une éducation optimiste. La mort du dernier rêve occidental. Derek Rubinstein confirma l'œil sombre. Je vous rappelle que dans Jugement dernier figure le mot jugement, avec ses élus et ses damnés. Devant la perspective qui se précisait, mon corps frissonna. Mais était-ce toujours mon corps? Et je balbutiais. Cela signifie-t-il... Difficile de prononcer le mot fatal qui sortit quand même. Voulez-vous dire que l'enfer existe? Derek Rubinstein, cette fois, préféra esquiver. Je ne peux pas vous répondre à ce stade de la procédure, mais le fait est que tout le monde n'accède pas au paradis. Une nouvelle question me traversa l'esprit. Mais alors, que faites-vous de ceux qui méritent théoriquement la félicité éternelle, sans pouvoir entrer faute de place? Eh bien, ils attendent. Un lieu semblait matérialiser cette hypothèse. Vous voulez dire au purgatoire? Derek Rubinstein ne put contenir un ricanement. Vous vous croyez dans un jeu vidéo? Le purgatoire, je vous le rappelle, est un concept, disons, folklorique, qui remonte au Moyen-Âge. Chez nous, les choses sont beaucoup plus simples. Les candidats en attente sont orientés vers des espaces d'hébergement provisoires. J'avais appris à me méfier du mot « espace » depuis que le local poubelle de mon immeuble s'était transformé en « espace propreté ». Un autre terme sortit spontanément de ma bouche avec ces images de tentes de barbelés, son hygiène et son confort déplorable. Vous voulez dire des camps de réfugiés? L'avocat ne chercha pas à démentir. Oui, en quelque sorte. Nous y plaçons en priorité ceux qui ont déjà pris l'habitude, sur Terre, par suite de guerre ou de grande pauvreté. Comme ça, ils ne sont pas trop dépaysés. Je ressentis à ces mots un ignoble soulagement. Il me semblait effectivement que mon statut d'Européen, rodé à un certain confort, devait faire de moi un candidat prioritaire pour les meilleures places. Évidemment, du point de vue biblique, on était loin des béatitudes. Heureux ceux qui souffrent, car le royaume des cieux est à eux. Mais en même temps, l'administration du paradis se montrait pragmatique. Soucieuse d'ordre et de sécurité, elle évitait de faire basculer trop vite des élus d'une condition à l'autre. Dans de telles circonstances, je pourrais me contenter de la résidence balnéaire représentée sur les posters. Je revins alors au point de départ et demandai sur un ton confiant.
Croyez-vous vraiment que mon dossier puisse poser certaines difficultés? En fait, je ne voyais guère ce qui pourrait freiner mon élection. Autant le dire, je n'étais pas loin de considérer mon parcours terrestre comme remarquable par certains aspects. Conscient de mes failles et de mes défauts, je m'attribuais un goût du plaisir, une sensibilité, un charme qui m'avait rendu agréable aux autres. Pourtant, loin de répondre à mes attentes, Derek Rubinstein me regarda dans les yeux avant de prononcer cette phrase surprenante. « Je suis votre avocat, alors ce n'est pas la peine d'essayer de m'embobiner. » Je ne comprenais pas. « Comment ça, vous embobiner ? Écoutez, monsieur, quand vous avez rempli le questionnaire tout à l'heure, avez-vous répondu honnêtement à toutes les questions ? » « Mais certainement ! Y compris celles qui se trouvaient au dos ? Évidemment ! Je ne crois pas être complice de crimes contre l'humanité et je n'ai jamais été condamné pour harcèlement sexuel. Ni accusé de pédophilie ? De pédophilie non plus ! Où voulait-il en venir ? La réponse tomba sans attendre. Voyez-vous, ce questionnaire n'est pas destiné à identifier les auteurs de crimes, car le Très-Haut connaît le moindre de vos actes. Il avait dit le Très-Haut comme il aurait prononcé le nom du patron, puis il poursuivit. Non, ce questionnaire sert plutôt, disons, à tester les nouveaux arrivants. L'important n'est pas que vous soyez parfait, c'est de vous montrer franc et loyal, parce qu'un simple mensonge en autorise 1000 autres. Or, d'après ce que je sais, vous avez menti sur plusieurs points. Tout en parlant, il parcourait l'écran de son terminal informatique, cliquant sur des liens, comme s'il recoupait des informations contradictoires. De mon côté, je me sentais d'une parfaite bonne foi. Mais enfin, je vous assure que je n'ai jamais commis ces abominations. Vraiment ? Eh bien, moi, je n'en suis pas certain. Par exemple, vous avez déclaré ne jamais avoir remis en cause le réchauffement de la planète, n'est-ce pas ? Je bafouillais. Oui, enfin, ces peurs collectives m'agacent parfois, mais pas au point de nier l'évidence, sauf pour plaisanter. L'avocat ne semblait pas de cet avis. Se penchant de nouveau vers l'écran, il lut. Le 16 janvier 2011, au cours d'un repas avec plusieurs de vos anciens collègues d'université, vous affirmiez ne pas croire du tout au réchauffement sous l'effet de l'activité humaine, et n'y voir que les aléas des mouvements climatiques qui affectent la Terre depuis la nuit des temps. Fin de citation. Je me rappelais ce genre de conversation où je m'emportais par esprit de contradiction, mais surtout je mesurais pour la première fois l'extraordinaire puissance du Très-Haut et sa connaissance universelle recouvrant chacun de nos gestes et de nos pensées. Aussi fus-je à nouveau surpris quand Derek Rubinstein, en guise d'explication, affirma « Nous avons une copie de l'enregistrement pris par la caméra de vidéosurveillance de l'établissement. » « La caméra ? » ?»« Oui, la caméra. »« Est-ce à dire que vous avez accès à ces données ? » ?»« Le Seigneur possède 1000 façons de vous connaître, et il n'a aucune raison de se priver de celle-ci. Mais passons tout de suite au second point. La pédophilie. » Je ne pus retenir un élan d'indignation. « Là, monsieur, je ne vous permets pas. Je vous rappelle que je suis votre avocat. Mon rôle est de vous défendre, non de vous accabler. C'est pourquoi nous devons savoir de quelles informations disposent nos adversaires. Or, d'après les listes que j'ai sous les yeux, faut-il vous le répéter, je n'ai aucun goût pour les enfants pour quelque usage que ce soit. Il vous est arrivé pourtant de consulter sur des sites web des photos de filles à poil. Vous ne détestez pas, que je sache. Et alors, quel rapport ? Le rapport, c'est que vous ne vous êtes pas soucié de savoir si ces artistes étaient toujours majeurs. Je restais silencieux. De fait, il mettait le doigt sur une question qui m'avait parfois troublé, à tel point que j'avais une réponse en réserve. Les sites que j'ai pu consulter, occasionnellement, précisaient toujours que les modèles étaient majeurs. D'ailleurs, ces filles n'avaient pas du tout l'air d'enfants. Autrement dit, vous vous êtes donné bonne conscience à peu de frais. Si je vous racontais le nombre de pornographes peu scrupuleux qui photographient des adolescentes de 16 ou 17 ans en Amérique du Sud, en Europe de l'Est, vous commenceriez peut-être à réfléchir plus sérieusement. Je n'en croyais pas mes oreilles. Mais ce n'est pas le paradis, c'est un commissariat de police. Et d'où tenez-vous ces informations ? En principe, cela ne vous regarde pas, mais j'ai des relevés précis de votre fournisseur d'accès. Le Très-Haut ne rigole plus avec ce genre de questions. Mais ce n'est pas tout. J'ai encore sous la main quelques emails signés de vous où vous vous livrez à des plaisanteries douteuses sur l'immigration. Notamment, je cite, « l'invasion de Romanichel ». Vous avez oublié ? Mais enfin, ce sont des courriers personnels, de mauvaises blagues entre potes, qui ne nous empêchent pas d'être de gauche et antiracistes. Je me fiche que vous soyez de gauche, et il n'y a pas de courrier confidentiel. Ou du moins, il n'y en a plus. Autrefois, dans le flou, on se fiait à la bonne foi des clients, à leur action éclatante. Désormais, tout est en boîte. Tout ce que vous avez dit,
écrit. Depuis des dizaines d'années, nous en possédons la copie conforme. Alors je suis dans le pétrin. Derek Rubinstein prit un ton qui se voulait rassurant. Ce n'est pas la catastrophe. On compte aussi quelques bons points en votre faveur. La balance pencherait même plutôt de ce côté-là. Sauf qu'avec la surpopulation, je ne peux rien vous promettre. En tout cas, je vous conseille de plaider coupable. Parce qu'il me faut plaider ? Oui, le plaider coupable vous attirera la clémence. Au pire, vous ferez quelques années de camp. Le silence était retombé. Il me regardait, l'air protecteur, tandis que je balbutiais. Et maintenant ? Mon avocat répondit sans hésiter. Maintenant, filez à la porte 15 pour la visite médicale. Une visite médicale ? À quoi bon, puisque je suis mort ? Agacé par ma remarque, il répondit sèchement. Ne cherchez pas à comprendre et réfléchissez à notre affaire. On se voit demain, à la même heure. Il y avait donc des heures, des jours et des nuits au paradis. Moi qui avais parfois rêvé d'une vie éternelle ressemblant trait pour trait à la vie terrestre, j'étais comblée. Sauf qu'elle n'avait pas retenu le meilleur de la condition humaine et s'ingéniait plutôt à imiter le pire. Je me suis alors levée comme un animal docile et dirigée vers la porte 15, afin de découvrir la suite de la procédure.